L'expérience toxique de mes parents, ils ont donné à mon jumeau le pouvoir absolu sur ma nourriture. 14 mois de privation extrême stoppés par un seul appel de l'école. Voici comment j'ai survécu. Attendez une seconde. Avant de commencer celle-ci, j'ai besoin que vous vous asseyiez. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire d'un gamin dont les parents ont donné à son frère jumeau de 15 ans le contrôle total sur ce qu'il avait le droit de manger. Chaque repas, chaque collation, chaque jour, pendant 14 mois. Personne n'y a mis fin, jusqu'à ce que ce gamin s'effondre dans une cantine scolaire. Ne pesant plus que 49 kilos. Sa propre famille a transformé la nourriture en arme, et a remis la gâchette à un adolescent. Que s'est-il passé après cet effondrement? La justice. Une justice réelle, brutale, et documentée par les tribunaux. Et honnêtement, ce gars a géré ça avec plus de sang-froid, à 15 ans. Que la plupart des hommes adultes à 40 ans. Allons-y. Mes parents ont laissé mon frère jumeau décider de ce que je pouvais manger. Pendant 14 mois, il m'a affamé. Puis, l'infirmière de l'école a passé un seul coup de téléphone, et toute ma famille a plongé. Je me suis réveillé sur le sol de la cantine, avec l'infirmière de l'école, Madame Ortiz. Agenouillée au-dessus de moi, me demandant si je pouvais l'entendre. Ma vision était floue sur les bords, et j'avais un goût de métal dans la bouche. Les lumières, au-dessus de moi, étaient beaucoup trop fortes, faisant battre ma tête au rythme de mon cœur. Elle me tenait le poignet, vérifiait mon pouls, et je pouvais voir ses lèvres bouger. Mais les mots ont mis quelques secondes, avant d'être réellement compris. Nat, peux-tu me dire quand tu as mangé pour la dernière fois? Ça aurait dû être une question simple. Ça ne l'était pas. Le petit déjeuner avait consisté en une demi-tranche de pain sec. Parce que Kyle avait dit que j'avais l'air ballonné, et que je devais réduire les glucides. Le déjeuner était censé avoir lieu dans 10 minutes. Mais je devais d'abord montrer mon plateau à Kyle. Et il déciderait de ce que je pourrais vraiment manger. C'est comme ça que ça fonctionnait, depuis 14 mois. Depuis que mes parents avaient mis en place ce qu'ils appelaient le système d'approbation des repas, après que j'ai, soi-disant, mangé la part de gâteau d'anniversaire de Kyle, sans permission. J'étais un adolescent normal de 15 ans, avant que les règles ne commencent. Je mesurais 1m75, pesais 69 kilos, et je jouais dans l'équipe de foot junior. Avec de bonnes chances de passer en équipe première, l'année suivante. J'étais identique à Kyle, sur presque tous les points. Les mêmes cheveux bruns, les mêmes yeux verts, la même carrure svelte, et le même visage. Qui faisait se retourner les gens, quand ils nous voyaient ensemble. Nous avions passé toute notre vie à être comparés, et traités comme un lot assorti. Mais ça, c'était avant que nos parents ne décident. Que le jugement de Kyle concernant la nourriture, était plus fiable que le mien. Avant qu'il ne lui donne un contrôle total, sur ce que je pouvais manger chaque jour. Portion par portion, repas par repas. Avant que je ne commence à disparaître, à l'intérieur de mon propre corps. Pendant que mon jumeau décidait si je méritais des protéines, ou des légumes. Ou quoi que ce soit de plus, que les restes qu'il daignait m'approuver. Madame Ortiz m'a aidé à m'asseoir, et j'ai vu la foule d'élèves qui s'étaient rassemblés. Téléphone sorti, filmant mon effondrement, comme si c'était du contenu pour les réseaux. Elle les a repoussés, et a appelé le directeur adjoint. Mes mains tremblaient, ce qui était devenu normal, ces derniers temps. Une hypoglycémie, probablement. Kyle avait approuvé des flocons d'avoine pour le petit déjeuner, hier. Mais seulement 3 cuillerées, car il disait que je n'avais pas fait assez de corvées. Pour mériter un bol entier. Le dîner, la veille au soir, avait été une simple salade, sans vinaigrette, sans protéines. Parce que, apparemment, j'avais été impoli envers lui, et je devais apprendre le respect. Le système, créé par mes parents, signifiait que chaque repas nécessitait l'approbation de Kyle. Et son approbation venait avec des conditions, des restrictions, et des punitions. Qui n'avaient rien à voir avec la nutrition, mais tout à voir avec le pouvoir. Madame Ortiz a pris ma tension, et a froncé les sourcils. Elle m'a demandé, encore une fois,
quand j'avais pris un vrai repas pour la dernière fois. Je ne pouvais pas m'en souvenir. Peut-être il y a 3 jours, peut-être plus. Le temps avait commencé à se brouiller, et j'avais arrêté de suivre des choses. Comme un apport calorique adéquat. Ces concepts appartenaient à une autre version de ma vie. Elle m'a dit de ne pas bouger, pendant qu'elle passait un coup de fil. Je l'ai entendu prononcer des mots, comme gravement en sous-poids, et malnutrition possible. Ou encore besoin d'une évaluation immédiate. L'histoire derrière tout ça, était presque ennuyeuse, tellement elle était stupide. 14 mois plus tôt, mes parents ont organisé une fête d'anniversaire, pour Kyle et moi. Nous venions d'avoir 14 ans. Maman avait commandé ce gâteau chic, dans une pâtisserie hors de prix. Au chocolat, avec un fourrage à la framboise, et un glaçage au fromage frais. La fête était surtout remplie par les amis de Kyle, car il était plus sociable. Le jumeau vers lequel tout le monde gravitait, alors que j'étais plus calme, et moins intéressant. À un moment donné, pendant la fête, une part a disparu. La part de Kyle, plus précisément, le morceau de coin. Qu'il avait réclamé avant la découpe officielle. Il l'avait mis de côté, pour le manger plus tard, et quand il est revenu le chercher. L'assiette était vide. Il m'a immédiatement accusé, affirmant que j'avais mangé son morceau spécial. Parce que j'étais jaloux, que la fête soit plus la sienne que la mienne. Je n'avais pas mangé le gâteau. J'étais dehors, en train de jouer au foot avec d'autres jeunes, quand il a disparu. Mais Kyle en était convaincu, et quand il l'a dit à nos parents, ils l'ont cru sur parole. Maman m'a regardé avec ce visage déçu, et m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas, tout simplement, laisser mon frère avoir cette petite chose à lui. Papa m'a fait la morale, sur le respect et les limites. Il a dit que manger le gâteau de Kyle, montrait un problème fondamental. Avec mon contrôle des impulsions. Peu importe à quel point je répétais que je n'y avais pas touché. Leur décision était prise. La punition qu'ils ont inventée, était créative, de la pire manière possible. Puisque, apparemment, on ne pouvait pas me faire confiance avec la nourriture. Et puisque j'avais un mauvais jugement, sur ce qui m'appartenait, Kyle approuverait tous mes repas. À partir de maintenant. Juste jusqu'à ce que j'apprenne à me contrôler, juste jusqu'à ce qu'on puisse, à nouveau, me faire confiance. Ça, c'était il y a 14 mois. La punition temporaire est devenue permanente, puis elle s'est élargie. Avant d'être utilisée comme une arme. Kyle a commencé doucement, en vérifiant mon déjeuner à l'école. Pour s'assurer que je n'avais rien emporté, qu'il estimait que je ne méritais pas. Ensuite, c'est passé à l'approbation du petit déjeuner, puis du dîner, puis des collations. Il a fini par contrôler, non seulement ce que je mangeais, mais aussi la quantité, le moment. Et sous quelles conditions. Voici à quoi ressemblait une journée typique, vers le 8e ou 9e mois, je me réveillais. Et je descendais. Kyle était déjà en train de manger, tout ce qu'il voulait. Des céréales, des œufs, des tartines, du jus. Je restais là, debout, et j'attendais. Il regardait mes devoirs, de la veille. S'il décidait que j'avais fait un travail suffisant, j'avais droit à des flocons d'avoine, nature, mesurés par ses soins. S'il était de mauvaise humeur, ou si je l'avais agacé la veille, je n'avais rien. Juste de l'eau. Ensuite, à l'école, je devais le trouver, avant le déjeuner, et lui montrer mon plateau. Il retirait des choses. Le poulet? Non, trop de protéines. Tu ne l'as pas mérité. Le petit pain? Pas de glucides aujourd'hui. Parfois, je finissais par ne manger qu'une petite salade, en accompagnement, et une pomme. Parfois moins. Le dîner suivait la même routine. Il disait à nos parents ce que j'avais le droit de manger. Et il préparait mon assiette en conséquence, comme si c'était normal. Comme si c'était juste le fonctionnement de notre maison. Je me souviens d'un mercredi. Attendez, non, un jeudi. C'était un jeudi, parce que nous avions entraînement de foot, cet après-midi-là. Et j'ai failli m'évanouir pendant les sprints. Kyle m'avait restreint, uniquement à des légumes, pour toute la semaine. Parce que j'avais laissé une assiette dans l'évier, pendant la nuit.
5 jours de légumes crus, et, occasionnellement, une poignée de riz nature. Je faisais des exercices, à l'entraînement, et mes jambes ont simplement lâché, sous mon poids. Le coach m'a demandé si j'allais bien, et j'ai dit que j'avais sauté le déjeuner. Ce qui était techniquement vrai. J'ai juste omis de mentionner la partie, où mon frère avait décidé, que je n'y avais pas droit. Mes parents ont facilité chaque étape de cette escalade. Félicitant Kyle de prendre ses responsabilités au sérieux, et de m'aider à apprendre la discipline. Maman disait des choses comme, Kyle a vraiment pris les choses en main pour le dîner. Pendant que j'étais assis là, avec une assiette de laitue nature. Papa hochait la tête, d'un air approbateur. Ils ont ignoré chaque signe, chaque kilo que je perdais. Et chaque fois que je demandais plus de nourriture, on me disait que je faisais un drame. Et, temps mort. J'ai besoin que tout le monde comprenne, ce qui vient de se passer ici. Ses parents, de véritables êtres humains adultes, ont regardé une part de gâteau d'anniversaire disparue, et se sont dit. Vous savez quelle est la réaction appropriée? Donnons à notre autre fils de 14 ans. Un contrôle dictatorial absolu, sur l'approvisionnement en nourriture de son jumeau, et ce. Pour une durée indéterminée. Ce n'est pas de l'éducation. C'est une expérience psychologique, qui vous ferait virer d'une université. Rien que pour l'avoir proposé. C'est comme si le directeur de la prison de Shawshank avait un gosse, et disait. Laisse-moi essayer ça à la maison. Et le gosse avait 14 ans. Ils ont remis à un adolescent, les clés de la survie d'un autre être humain. Et ont appelé ça une opportunité d'apprentissage. Accrochez-vous, car cette histoire ne fait qu'empirer, à partir d'ici. Madame Ortiz est revenue avec le directeur adjoint, Monsieur Donnelly. Un homme mince avec des lunettes à monture métallique, qui avait l'air sincèrement inquiet. Ils m'ont accompagné à l'infirmerie, un de chaque côté, comme si je risquais de tomber à nouveau. Elle m'a fait monter sur une balance, et j'ai regardé les chiffres numériques. S'arrêter sur 49 kilos. J'avais perdu 20 kilos, en 14 mois. Elle a mesuré ma taille, toujours un M75, et je l'ai vu calculer mon IMC, sur son ordinateur. Son visage est devenu pâle. Nat, j'appelle tes parents, et j'appelle aussi ton pédiatre. C'est une urgence médicale. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Urgence signifiait hôpital. Hôpital signifiait que le système de Kyle allait être exposé. Mon téléphone a vibré, et je savais, sans même regarder, que c'était Kyle. Il savait toujours, quand il m'arrivait quelque chose. 3 SMS, pourquoi tu n'étais pas en anglais? Quelqu'un a dit que tu t'étais évanoui à la cantine. Tu as intérêt à ne pas faire de scène. Maman et papa vont être en colère, si tu fais encore ton dramatique. J'ai posé le téléphone, face contre table, et j'ai senti mes mains trembler encore plus fort. Madame Ortiz l'a remarqué, et m'a apporté une brique de jus de fruits, ainsi qu'une barre de céréales. J'ai ouvert la barre de céréales, mais j'ai hésité, avant de prendre une bouchée. Kyle n'avait pas approuvé ça. Il avait spécifiquement dit, pas de collation sucrée cette semaine, parce que j'avais eu un B. À un contrôle de maths. Manger sans permission impliquait des conséquences. Madame Ortiz m'a vu hésiter, et son expression a changé, pour devenir quelque chose. Entre la confusion et l'alarme. Elle m'a dit de la manger tout de suite, d'une voix sèche. J'ai pris une bouchée, et la douceur était presque écrasante. Après des jours de portions fades et restreintes. Mon estomac s'est immédiatement contracté, n'étant plus habitué à de la vraie nourriture. Elle m'a interrogé, sur mon commentaire. Apparemment, j'avais dit quelque chose à voix haute. Sur le fait de devoir vérifier avec mon frère d'abord. Je n'avais pas réalisé que je l'avais dit. Les mots m'avaient simplement échappé. Je voulais mentir, protéger le secret, qui était devenu mon existence entière. Mais j'étais tellement fatigué d'avoir faim, de calculer chaque bouchée. Et de vivre dans la peur de l'approbation de Kyle. Mes parents laissent Kyle décider de ce que je peux manger. Ça a commencé comme une punition, il y a 14 mois. Ça ne s'est jamais arrêté. Le visage de Madame Ortiz est passé par plusieurs expressions.
avant de se figer sur une inquiétude professionnelle. Elle a fermé la porte de son bureau, s'est assise en face de moi, et a dit quelque chose que personne ne m'avait jamais dit auparavant. Nat, ce que tu décris, c'est de la maltraitance. Ce que font tes parents, c'est de la négligence. Ce que fait ton frère, c'est un comportement de contrôle, et c'est dangereux. Ce n'est pas de la discipline. C'est une famine systématique, imposée par quelqu'un qui n'a aucune formation médicale et aucun droit de prendre ses décisions. Je n'avais jamais entendu ça, formulé aussi clairement. Maltraitance, négligence, famine. Ces mots ont rendu la chose réelle, d'une manière qui ne l'était pas. Quand c'était juste mon quotidien. Elle m'a dit qu'elle était légalement obligée de le signaler. Et qu'elle appelait les services de protection de l'enfance, à l'instant même. Attendez une seconde. Pour les auditeurs, c'est moi, pas Nat. Ce gamin a hésité à manger une barre de céréales, pendant une urgence médicale. Parce que son frère ne l'avait pas approuvé. Son corps est littéralement en train de s'éteindre, et son premier instinct, c'est toujours de suivre les règles, établies par son jumeau de 15 ans. Ce n'est pas de la discipline. C'est du formatage. Kyle n'a pas seulement contrôlé la nourriture de Nat. Il a recablé les instincts de survie de ce gamin, transformant la faim fondamentale en une demande d'autorisation. Et les parents ont regardé ça se produire, pendant plus d'1 an, en se disant, ouais. Kyle s'en sort très bien. Si la mauvaise parentalité était un jeu vidéo, ces deux-là viendraient de débloquer le boss final. Bref, la mère débarque ensuite, et elle aggrave les choses. L'appel à mes parents s'est passé, à peu près, comme je l'avais prévu. Maman est arrivée 30 minutes plus tard, dans ses vêtements d'agente immobilière, ayant l'air agacée d'avoir été tirée de son travail. Elle est entrée sur la défensive, demandant quelles histoires j'avais encore inventées. Et disant que j'avais toujours été théâtrale, quand je voulais de l'attention. Madame Ortiz s'est levée, et a mis les choses au clair, votre fils s'est effondré. À cause de ce qui semble être une malnutrition sévère. Son IMC est à un niveau critique. Il a perdu plus de 20 kilos, au cours de l'année écoulée. Ce n'est pas du théâtre. C'est une crise médicale. Le visage de maman est devenu rouge. Elle a insisté sur le fait que je mangeais beaucoup. Elle a dit que j'avais juste fait plus de sport, que je me mettais en forme. Et que Kyle m'avait aidé à faire de meilleurs choix alimentaires. Madame Ortiz a sorti un graphique qu'elle avait compilé. Les mesures de croissance, issues de mes visites médicales scolaires annuelles, remontant sur 5 ans. Une croissance régulière pendant le collège, puis une chute brutale. Commençant exactement il y a 14 mois. Ce n'est pas une perte de poids saine. C'est de la famine. L'expression de maman est passée de l'agacement, à la défensive, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Mais elle s'est entêtée. Elle a dit que Kyle était responsable, et qu'il avait un excellent contrôle de lui-même. Que, d'ailleurs, il faisait confiance à son jugement, sur ce dont j'avais besoin. Ma pédiatre, le docteur Kesley, est arrivée 1 heure plus tard. Elle était mon médecin, depuis que j'avais 3 ans. Une femme calme, aux cheveux striés d'argent, qui m'avait administré chaque vaccin. Et traité chaque maladie d'enfance, avec une efficacité patiente. Elle m'a jeté un seul coup d'œil, et son masque professionnel s'est fissuré. Elle a fait un examen rapide, juste là, dans le bureau de l'infirmière, rythme cardiaque. Tension artérielle, peau, ongles, cheveux. Chaque observation rendait son expression plus sombre. Elle s'est tournée vers ma mère, et lui a dit de m'emmener à l'hôpital immédiatement. Car elle craignait des lésions organiques. Maman a croisé les bras, et a dit que tout le monde réagissait de manière excessive. Le docteur Kesley a affiché ma courbe de croissance, sur sa tablette. 5 ans de bilan de santé, montrant un poids normal et constant, jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis, une chute libre, commençant il y a 14 mois. Elle a zoomé. Sa dernière visite enregistrée remonte à 13 mois, il pesait 68 kilos. Et était en parfaite santé. Maintenant, il est à 49 kilos.
C'est une perte de 28% de son poids corporel. En termes médicaux, c'est de l'inanition. Le visage de maman était passé de la défensive à la pâleur extrême. Mais Kyle a dit que Nat devait réduire ses portions. Il a dit que Nat mangeait trop. L'expression du docteur Kesley s'est durcie. Kyle est un enfant de 15 ans. Sans aucune formation médicale. Il n'est pas qualifié pour faire des évaluations nutritionnelles. Pour qui que ce soit. Ce que vous avez laissé se produire frise la négligence criminelle. Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi intervenir. La mère vient de regarder un médecin lui expliquer que son fils est mort de faim. Et sa réponse a été, mais Kyle a dit qu'il devait réduire. Madame, Kyle a 15 ans. Il ne peut pas conduire une voiture, voter, ou acheter un billet de cinéma pour adultes. Mais vous lui avez donné autorité sur l'apport calorique d'un autre être humain. C'est comme mettre un bambin en charge du contrôle aérien. Et blâmer les avions quand ils s'écrasent. Et elle a annulé les examens médicaux pour qu'aucun médecin ne le remarque. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est une dissimulation. La mère dans le film Mathilda regarde ça en se disant, même moi, je ne ferai pas ça. Préparez le popcorn, parce que les services de protection de l'enfance s'apprêtent à franchir cette porte. L'agente des services sociaux est arrivée à 14h47. Une femme nommée Linda Torres, qui menait des enquêtes pour la protection de l'enfance. Depuis 11 ans. Elle m'a emmené dans une pièce privée, et m'a demandé de tout lui raconter, depuis le début. Je lui ai expliqué l'ensemble de la situation. Le gâteau d'anniversaire, la punition initiale, comment cela s'est intensifié sur 14 mois. Et les règles de Kyle. Pas de petit déjeuner, sans avoir terminé tous les devoirs d'abord. Pas de déjeuner, sans que Kyle n'approuve ma tenue le matin même. Pas de dîner, sans avoir fini toutes les corvées, à sa satisfaction. Pas de collation, à moins que je ne les ai méritées par un bon comportement, ce qui était défini entièrement par l'humeur dans laquelle Kyle se trouvait. Je lui ai parlé des portions qui devenaient plus petites. Et des règles qui devenaient plus strictes. Comment Kyle avait commencé à me priver de protéines. Parce qu'il disait que je n'avais pas besoin de prendre du muscle. Comment il m'avait restreint, principalement à des légumes, et occasionnellement à des céréales. Comment certains jours, je n'avais droit à rien, parce que je l'avais déçu. D'une manière vague que je ne pouvais même pas identifier. Linda prenait des notes, dans un carnet relié en cuir. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question, qui a brisé quelque chose en moi. Nat. Est-ce que tes parents connaissent toute l'étendue de ce que Kyle a fait? J'y ai réfléchi honnêtement. Je pense qu'ils savent que j'ai faim. Mais ils voient ça comme Kyle étant responsable, et comme moi, apprenant une leçon. Quand j'essaie de leur dire que je meurs de faim, ils disent que je fais mon dramatique. Et que Kyle sait ce qui est le mieux. Elle a fermé son carnet, et m'a regardé directement. Nat. Je te place en détention de protection d'urgence. À partir de maintenant, tu ne rentreras pas chez toi ce soir. Le soulagement fut si intense, qu'il m'a donné le vertige. Ne pas rentrer à la maison, ne pas affronter Kyle. Ne pas avoir à demander la permission pour le dîner. Je me suis assis là, dans cette petite salle de conférence, et j'ai ressenti quelque chose. Que je n'avais pas ressenti depuis plus d'1 an. L'impression que, peut-être, les choses pourraient vraiment s'améliorer. Ça semble idiot de le dire maintenant, mais quand on est coincé dans une situation aussi terrible. Depuis si longtemps, on oublie que s'en sortir est même une option. Votre monde se réduit à simplement survivre à la prochaine décision concernant votre repas. L'hôpital a été un tourbillon de tests et de visages inquiets. Ils m'ont fait des prises de sang, des radiographies et un électrocardiogramme pour vérifier mon cœur. Chaque test révélait des dommages supplémentaires. Les analyses de sang montraient de l'anémie, des carences en vitamines et des déséquilibres électrolytiques. Les radios montraient une densité osseuse, réduite pour mon âge. L'électrocardiogramme montrait un rythme cardiaque irrégulier, cohérent avec la malnutrition.
Le docteur Kessler a tout compilé dans un rapport, pour les services sociaux. Et pour le bureau du procureur. Nat, ton corps se dévore lui-même. Pour survivre. Ta masse musculaire est épuisée. Ta densité osseuse est celle d'une personne beaucoup plus âgée. Et tes organes sont soumis à un stress sévère. Si cela avait continué encore un peu, tu aurais pu faire une insuffisance cardiaque. Ou des lésions rénales. Tu aurais pu mourir. Ces mots auraient dû m'effrayer, mais je me sentais surtout engourdi. Je mourais à petit feu depuis 14 mois, juste assez lentement, pour ne pas m'en rendre compte. Ils m'ont admis pour 3 jours, de rééducation nutritionnelle. Renourrir quelqu'un qui a été affamé, nécessite une surveillance attentive. Réintroduire la nourriture trop rapidement peut provoquer des changements électrolytiques dangereux, qui peuvent, en réalité, être mortels. Donc, ils m'ont soumis à un plan de repas contrôlé. De petites portions toutes les quelques heures, chacune surveillée par des infirmiers. Qui documentaient ce que je mangeais, et comment mon corps réagissait. Le premier vrai repas que j'ai pris, sans l'approbation de Kyle, c'était du bouillon de poulet. Et des crackers. Et j'ai pleuré en le mangeant, parce que personne ne m'a dit que je n'en avais pas le droit. L'infirmier de garde, un jeune gars nommé Joël, s'est assis avec moi, et m'a laissé pleurer. Sans poser de questions. Plus tard, il m'a dit qu'il travaillait dans le service de pédiatrie depuis 6 ans. Et qu'il avait vu sa part de situations horribles. Les frères ne sont pas censés faire ça. L'un à l'autre, a-il dit. Et les parents, ne sont pas censés laisser faire ça. Mes parents ont essayé de me rendre visite, le 2e jour. La sécurité de l'hôpital les a arrêtés. Linda avait mis en place une ordonnance de protection. Je les ai regardés depuis ma fenêtre, se disputer avec le garde de sécurité, dans le parking. Maman gesticulait avec colère. Papa était au téléphone, appelant probablement des avocats. Kyle n'était pas avec eux, et je me demandais ce qu'il pensait, s'il se sentait coupable. Ou justifié, ou rien du tout. Mon téléphone avait été saisi par les services sociaux, comme preuve. Tous les SMS de Kyle, documentant son contrôle. Toutes les conversations où il me refusait de la nourriture, ou fixait des conditions impossibles. Pour mériter des repas. Linda a dit que les messages, à eux seuls, étaient accablants. Ok, stop. Ce détail est dingue. Les services sociaux ont pris le téléphone de Nat, comme preuve, n'est-ce pas? Mais Kyle tenait aussi ses propres registres. Un carnet entier, écrit à la main. Chaque repas approuvé ou refusé, chaque punition, chaque restriction, datée et détaillée. Ce gamin dirigeait une dictature, et tenait un journal intime là-dessus. Comme un méchant de James Bond, avec un agenda. 22 octobre, Nat s'est plaint d'avoir faim, ajout de 2 jours supplémentaires de restriction. Comme conséquence pour ses jérémiades. Mon gars, tu as écrit ça de ta propre écriture, et tu l'as remis aux enquêteurs. Ce n'est pas une confession. C'est un CV, pour un poste que personne ne cherche à pourvoir. Si l'auto-incrimination était une forme d'art, Kyle vient de peindre la Joconde, et de la signer. Passons à la suite. Linda a également interrogé Kyle. D'après ses notes, il n'avait montré aucun remords. Il a défendu chaque décision, et a insisté sur le fait que j'avais besoin d'un contrôle strict. Parce que j'étais impulsif et indiscipliné. Son carnet, ce registre manuscrit de chaque repas qu'il avait approuvé ou refusé, a été versé au dossier comme preuve. Le docteur Kessler a soumis son rapport médical aux services sociaux. Avec une copie au bureau du procureur. Elle avait consulté une nutritionniste pédiatrique, le docteur Yuki Tanaka, qui a examiné mon dossier. Et a confirmé qu'aucune personne raisonnable, ayant accès à de la nourriture, ne perdrait autant de poids volontairement. Le docteur Tanaka a estimé que je consommais, entre 800 et 200 calories par jour. Soit moins de la moitié, de ce dont un adolescent en pleine croissance a besoin. Elle avait écrit, dans son rapport complémentaire, que le niveau de restriction imposé, sur 14 mois, constituait de la torture. Les accusations pénales sont tombées, 6 semaines après mon effondrement. La procureure, Patricia Landry,
a porté plainte contre mes deux parents. Papa, Gerald Holloway, a été inculpé de 2 chefs de mise en danger d'enfants et d'un chef de négligence criminelle. Maman, Diane Holloway, a reçu les mêmes chefs d'inculpation. Plus un chef supplémentaire de non-protection, passible de peine allant jusqu'à 5 ans chacun. Kyle a été inculpé, devant un tribunal pour mineurs, pour coups et blessures. La théorie juridique étant que la famine systématique constituait des dommages physiques. La famille, chez qui les services sociaux m'ont placé, était un couple d'une 40aine d'années. Nommés Greg et Wendy Carter. Ils accueillaient des adolescents, depuis 8 ans. Ils vivaient dans un quartier calme, à 30 minutes de mon école. Dans une maison qui sentait bon la cuisine, et qui avait un frigo auquel je pouvais accéder quand je le voulais. Wendy m'a fait asseoir, le premier soir, et m'a expliqué leur seule règle, concernant la nourriture. Il n'y avait aucune règle concernant la nourriture. Le frigo et le garde-manger m'étaient ouverts à toute heure. J'étais censé manger quand j'avais faim, et m'arrêter quand j'étais rassasié. Cette première semaine a été surréaliste. Je n'arrêtais pas de rôder près de la cuisine, pendant les repas, attendant une permission qui n'avait pas besoin d'être demandée. Wendy a commencé à laisser des post-it sur le frigo, tu n'as pas besoin d'approbation. La nourriture n'est pas conditionnelle. Fais confiance à ta faim. Greg, qui travaillait à domicile comme comptable, passait me voir de temps en temps. Pas pour me contrôler, juste par bienveillance. C'était un sentiment étrange, après des mois passés, sous le régime de Kyle. En fait, attendez. J'ai oublié de mentionner cette partie. Ma meilleure amie, Becca, était la seule personne à qui j'avais envoyé des SMS. Depuis le téléphone de Wendy, pendant cette première semaine. Elle avait entendu des rumeurs, et a débarqué le lendemain, avec des fleurs. Et une boîte de biscuits fait maison. Elle a dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, que je maigrissais à vue d'œil. Et que Kyle n'arrêtait pas de faire des commentaires bizarres, sur mon alimentation. Elle aurait dû dire quelque chose plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Personne ne s'attend à ce qu'une famille fasse ce que la mienne a fait. Le procès était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Une salle d'audience lambrissée, formelle mais pas immense. Mes parents étaient assis avec leur avocat, Richard Greenfield, un type raffiné. Qui avait bâti sa carrière, en défendant des clients fortunés. Kyle était assis séparément, avec une avocate commise d'office, qui avait l'air mal à l'aise. Avec son propre client. Patricia m'a appelé à la barre, pour témoigner, et mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper à la rambarde. Elle m'a fait revivre les événements, chronologiquement, le gâteau, la punition, l'escalade. Les règles spécifiques, et les effets physiques. J'ai répondu directement, à chaque question. Le contre-interrogatoire de Greenfield a tenté de suggérer que j'avais un trouble de l'alimentation. Que je cherchais à attirer l'attention, et que Kyle essayait juste de m'aider à manger plus sainement. J'ai démonté chacun de ces arguments. Plusieurs médecins m'avaient évalué. Aucun trouble de l'alimentation, la perte de poids, provenait entièrement d'une restriction externe. Le docteur Kessler a témoigné ensuite, et a pulvérisé la défense. Courbe de croissance, analyse de sang, scintigraphie osseuse. Elle a déclaré, catégoriquement, que mon état n'était pas auto-infligé. Greenfield a essayé d'argumenter que les adolescents perdent parfois du poids pendant les poussées de croissance. Le docteur Kessler n'a même pas scié. Les poussées de croissance impliquent une augmentation de la taille. Pas une diminution du poids. La taille de Nat est restée la même. Tandis que son poids a chuté. Ce n'est pas du développement. C'est de la famine. Linda a témoigné sur l'enquête, et a présenté le carnet de Kyle. Elle a lu des entrées à voix haute. 15 août, Nat a répondu effrontément au petit déjeuner. Refus du déjeuner. 3 septembre, Nat a eu un B à son test d'histoire. Restreint aux légumes uniquement, pendant 3 jours. 22 octobre, Nat s'est plaint d'avoir faim, ajout de 2 jours supplémentaires de restriction. Chaque entrée était horodatée,
de la propre écriture de Kyle. La défense a tenté de soutenir que Kyle avait agi sous l'autorité parentale. L'accusation a contré, avec des preuves montrant que mes parents l'avaient activement encouragé. Rendez-vous médicaux annulés, pour cacher la perte de poids. Des emails entre eux, discutant de mes plaintes et dramatiques concernant la faim. Des SMS félicitant la discipline de Kyle, et lui disant d'ignorer mes protestations. Patricia a lu à haute voix, un échange de mets entre mes parents. Maman avait écrit, Nat se plaint encore des portions. Et papa avait répondu, fais confiance au jugement de Kyle. Il sait ce dont Nat a besoin. Mieux que Nat lui-même. Le garçon doit arrêter de lutter contre le système. Le jury s'est agité sur ses sièges, en entendant celle-là. La plaidoirie finale de l'accusation a été cinglante. Patricia s'est tenue devant le jury, et a déclaré. Ses parents n'ont pas négligé leur fils par accident. Ils ont construit un système de contrôle, l'ont délégué à un enfant. Puis l'ont activement dissimulé, en annulant les rendez-vous médicaux. Et en rejetant chaque signal d'alarme. Nat a perdu 20 kilos. Son cœur défaillait. Ses os se détérioraient. Et la réponse de ses parents, à chaque appel à l'aide, a été « Fais confiance à Kyle ». Ce n'est pas une erreur. C'est un choix qu'ils ont fait, chaque jour, pendant 14 mois. Le jury a délibéré pendant 7 heures. Quand ils sont revenus, le verdict a été lu, d'une voix ferme qui a rempli la salle. Papa, coupable sur tous les chefs d'accusation. Maman, coupable sur tous les chefs d'accusation. Maman a commencé à sangloter. Papa est resté de marbre. Kyle avait l'air confus, comme s'il ne comprenait sincèrement pas. Pourquoi tout le monde prenait cette affaire autant au sérieux? Attendez. Pour les auditeurs, c'est moi, une dernière fois. Il faut que je parle de l'expression de Kyle, quand les verdicts sont tombés. Confus. Ni effrayé, ni coupable, ni désolé. Confus, comme si quelqu'un lui avait dit que l'eau mouille. Et qu'il était en train d'assimiler l'information. Ce gosse a documenté 14 mois de famine imposée à son jumeau. A regardé son frère s'effondrer à 49 kilos, a montré zéro remords aux enquêteurs. Et quand le jury a dit coupable, il a regardé autour de lui en mode « Attendez. C'est moi le méchant ?» C'est un gamin, qui croyait sincèrement qu'il avait le droit de contrôler la survie d'un autre être humain, et qui expérimente maintenant la sensation inédite de quelqu'un qui lui dit non. Bref, la condamnation. Et la juge ne plaisantait pas. La condamnation a eu lieu 6 semaines plus tard. La juge Margaret Olsen, 20 ans de métier, aucune patience, a prononcé des peines plus sévères que ce que l'accusation avait demandé. Papa a écopé de 4 ans, dans une prison d'État. Maman en a pris 5, en raison de son chef d'accusation supplémentaire de non-protection. Les deux devraient suivre des cours parentaux obligatoires, pendant leur incarcération. À leur libération, 5 ans de mise à l'épreuve, avec interdiction de me contacter. À moins que je n'en sois à l'initiative. Tous deux ont été inscrits en permanence, sur le registre de l'État pour maltraitance d'enfants. La voix de la juge Olsen était glaciale. On vous a confié le soin et la protection de vos enfants. Vous avez échoué de manière catastrophique. Permettant à un enfant d'en torturer un autre, pendant plus d'1 an. Les dommages que vous avez causés sont profonds, et potentiellement permanents. L'affaire de Kyle au tribunal pour mineurs, a abouti à 18 mois. Dans un centre de détention pour jeunes. Son avocate a plaidé, pour une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Mais la juge a examiné les preuves, et a déterminé que la détention était nécessaire. Kyle terminerait le lycée, via le programme éducatif du centre. Et porterait un casier judiciaire juvénile. J'ai écrit ma propre déclaration d'impact, en tant que victime. Et je l'ai lue à voix haute au tribunal, pendant que mes parents évitaient de croiser mon regard. Je leur ai parlé des jours où j'avais tellement faim que je n'arrivais pas à penser clairement en cours. Des nuits passées éveillées, avec l'estomac noué, fixant le plafond. En me demandant si c'était tout simplement ça, ma vie maintenant. Du moment où j'ai réalisé que ma propre famille
accordaient plus de valeur au contrôle de Kyle qu'à ma survie. Je leur ai dit qu'ils avaient brisé quelque chose de fondamental. Et que je ne ferais plus jamais confiance de la même manière. Mise à jour finale. La récupération physique a pris environ 18 mois, de rééducation nutritionnelle minutieuse. Et de surveillance médicale. Le docteur Kesley a suivi ma prise de poids, célébrant chaque kilo repris. J'ai fini par me stabiliser, autour de 70 kilos, près de mon poids d'avant la famine. Mais avec des changements de composition corporelle, qui reflétaient les dommages subis. La densité osseuse s'est améliorée, mais n'a jamais totalement récupéré. Ce qui signifie que je ferai face à des risques de fractures plus élevés pour le reste de ma vie. Mon cœur s'est remis des arythmies, mais le docteur Kesley m'a prévenu que j'aurais besoin d'un suivi cardiaque tous les 2 ans, à l'avenir. Les cicatrices physiques étaient permanentes, gravées dans mon corps. Les Carter m'ont officiellement adopté, 6 mois après mon retrait. Ils m'ont offert la stabilité, et une famille qui ne rendait pas l'amour conditionnel à l'obéissance. Wendy m'a appris à cuisiner, m'a aidé à reconstruire une relation normale avec la nourriture. Et à réapprendre ce qu'était vraiment la faim, et la satiété, sans la peur qui y était attachée. Greg m'a aidé à me préparer pour les examens d'entrée, et a soutenu mes candidatures universitaires. Ils m'ont montré à quoi ressemblait une éducation parentale saine. C'était la première fois que je voyais ça de près. Ce que personne ne vous dit, quand on se remet de quelque chose comme ça, c'est à quel point la normalité semble étrange. Pendant des mois, je ne pouvais pas m'asseoir pour manger, sans avoir une boule au ventre. Attendant que quelqu'un me dise que je ne l'avais pas mérité. J'ouvrais le frigo à minuit, pour un verre d'eau, et je me figeais. M'attendant presque à entendre la voix de Kyle, derrière moi. Me demandant ce que je croyais être en train de faire. Wendy m'a trouvé une fois, debout devant le garde-manger ouvert, à 2 heures du matin. A simplement fixé la nourriture. Sans manger, juste pour m'assurer qu'elle était toujours là. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste préparé un sandwich, et s'est assise avec moi, à la table de la cuisine. Pendant que je le mangeais. J'ai terminé le lycée dans un autre établissement, près de la maison des Carter. Un nouveau départ, où personne ne connaissait mon histoire. J'ai intégré l'équipe première de foot, lors de mon année de première. Ce qui m'a fait l'effet de récupérer une part de moi-même, que Kyle m'avait volée. Je n'étais pas le même joueur qu'avant. Mon endurance était plus faible. Mes os me faisaient souffrir, d'une manière anormale pour un jeune de 16 ans. Mais j'étais là, à courir sur le terrain, et à manger ce que je voulais pour le dîner. Après l'entraînement. 100 personnes, debout au-dessus de mon assiette, pour décider si j'avais été assez sage. Je suis allé dans une université d'État, à 4 heures de route, pour étudier la justice pénale. En fait, attendez, je crois que j'ai déclaré ça, en 2e année. En première année, j'étais indécis. Peu importe. Je voulais comprendre comment le système judiciaire pouvait mieux protéger les enfants. Dans des situations comme la mienne. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents. Ils ont purgé leur peine, et ont déménagé dans un autre État, où personne ne les connaissait. Ils ont envoyé des lettres, de temps en temps, des tentatives maladroites de reconnexion. Qui évitaient systématiquement de prendre leurs réelles responsabilités. Je les ai lues une fois chacune, puis je les ai classées. Je ne suis plus en colère. Je ne suis juste pas intéressé par l'idée de faire semblant. Que l'on puisse reconstruire quelque chose qui a été fondamentalement détruit. Certaines relations ne méritent pas d'être sauvées. Le lien parent-enfant n'est pas sacré, si les parents ont failli à leur devoir le plus fondamental. Kyle a essayé de me contacter, des années plus tard. Il a envoyé un email par l'intermédiaire d'un contact commun, disant qu'il comprenait enfin le plein impact de ce qu'il avait fait. Il disait qu'il était désolé, que désolé n'était pas suffisant. Mais qu'il voulait que je le sache. J'ai lu l'email 3 fois, et je l'ai supprimé, sans répondre. J'avais cessé d'avoir besoin de sa reconnaissance, depuis bien longtemps. Ses excuses semblaient plus liées
à son besoin de rédemption, qu'à mon besoin de tourner la page. Certaines blessures guérissent, sans nécessiter la participation de la personne qui les a causées. J'avais construit une vie qui m'appartenait, façonnée par mes choix, pas par leurs restrictions. Et j'ai décidé, il y a un moment déjà, que c'était suffisant. Une chose à laquelle je pense encore parfois, c'est ce gâteau d'anniversaire, la part qui a disparu. Et qui a tout déclenché. Je n'ai jamais su qui l'avait vraiment mangé. Si Kyle l'avait prise lui-même, et m'avait blâmé, ou si un invité au hasard l'avait attrapé sans réaliser les conséquences. La vérité sur cet incident initial importait moins que ce que mes parents ont fait, en réponse. Même si j'avais mangé ce gâteau, aucune punition ne devrait donner à un adolescent un pouvoir absolu sur la nutrition de son frère. Aucune discipline ne devrait risquer des dommages physiques permanents, ou la mort. La punition la plus injuste que j'ai jamais reçue, ce fut quand mes parents ont laissé mon jumeau décider de ce que j'avais le droit de manger. 14 mois de famine systématique, qui ont endommagé mon corps de manière permanente. Mais j'y ai survécu, je l'ai dénoncé, et je me suis assuré que les responsables paient pour chacun de ces jours. Alors, quelle est la punition la plus injuste que vous ayez jamais reçue en grandissant? Dites-le dans les commentaires. Je suis sincèrement curieux. Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Un gamin a perdu 20 kilos, parce que ses parents ont décidé qu'un adolescent de 15 ans était qualifié pour gérer un programme de nutrition. Quand tous les signaux d'alarme leur hurlaient au visage, ils ont persisté, ont félicité Kyle. Ont annulé des rendez-vous médicaux, et ont traité leur fils affamé de dramatique. Mais voici ce que je respecte chez Nat. Il n'a pas supplié. Il n'a pas essayé de les reconquérir. Il a témoigné, a regardé les verdicts tomber, et a construit sa vie. Sans regarder par-dessus son épaule. Il a supprimé l'email d'excuses de Kyle, sans sourciller. C'est un homme qui connaît sa valeur. Laissez vos impressions ci-dessous. Qu'auriez-vous fait? Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur ce bouton, pour ne pas manquer la prochaine.